Merci à vous deux d'être là. Nicolas, en fait, j'ai même pas le nom de famille. Nicolas qui? Benoît. Nicolas Benoît, docteur, gastro-entérologue. Exact. Et aussi Marie-Rose Sirois-Bruno. Ouais. Patiente. Oui. Atteinte de la maladie de Crohn. Oui. Bon, j'ai envie de... déjà, vous connaissez-vous les deux? Pas du tout. Bon, on va apprendre à se connaître. Je vous laisse vous présenter. Enchanté. Enchanté, Nicolas. Je suis là parce qu'on veut justement démocratiser un petit peu ces maladies-là qui sont tabous pour certaines, puis aider à en savoir plus sur ça au niveau de le diagnostic, les symptômes, comment vivre avec cette maladie-là. Je commencerai avec toi. Mm-hmm. T'as eu quand le diagnostic de maladie de Crohn? C'est avant de venir ici, il a fallu que je demande à ma mère de retrouver les informations de ça parce que pour moi, c'était une période où j'étais assez jeune et je me rappelle de pas grand-chose. C'était flou, c'était extrêmement émotif. Fait que pour moi, ces périodes-là vont vite puis je sais plus trop où j'en étais, mais j'ai appris que j'avais la maladie de Crohn vers 2011, je dirais. Okay. Et je me suis fait opérer en 2012. Donc, c'est allé très vite. Tout ça, on m'a pris en charge bien vite, là. Quel âge avais-tu? J'avais 12 ans. OK. Non, 14, pardon. J'avais Okay. 14 ans quand j'ai appris que j'avais la maladie de Crohn. Docteur Nicolas Benoît, oui. C'est quoi la maladie de Crohn? En fait, je réalise que c'est un peu inconnu et flou. J'ai un de mes chums qui a la maladie de Crohn depuis l'adolescence. Ouais. Lui, il a une stomie. Ouais. On sait tous ça depuis tout le temps. Je sais pas exactement c'est quoi la maladie de Crohn. Ben, c'est fou. Puis, gros merci pour l'invitation. Je trouve que c'est tellement tabou, cette maladie-là. Il faut en parler. J'ai vu aussi votre premier épisode sur le cancer du côlon. Super. Je pense qu'il faut jaser de ça puis en parler. Ouais. Maladie de Crohn, si on schématise ça un petit peu, c'est de l'inflammation sur le système digestif. OK. C'est comme si l'analogie que j'amène à mes patients, c'est l'armée, elle se trompe de cible. Fait que d'habitude, le système immunitaire, je vais dire que c'est l'armée, va attaquer l'intrus. Ouais. Fait qu'on on s'en va en voyage, on a une tourista, le système immunitaire va travailler fort pour aller attaquer la bactérie qui nous cause ce problème-là. Pour une raison qu'on ignore encore, le système immunitaire va se tromper de cible, va attaquer le système digestif. Okay. Et envoie de l'inflammation sur le système digestif. Okay. Les patients qui ont une maladie de Crohn ont une atteinte inflammatoire, soit du côlon, des intestins, qui leur cause des symptômes qu'on va probablement parler dans quelques minutes. C'est génétique ou il y a des facteurs que tu... Super bonne question. Que tu peux avoir... Y a-tu, mettons, quelqu'un qui s'est mal alimenté, qui boit de l'alcool, qui mange tel type d'aliment, est-ce qu'on est plus à risque d'être atteint de cette maladie-là? On commence à être de meilleur en meilleur dans savoir qu'est-ce qui cause la maladie de Crohn. Ouais. Clairement, il y a une composante génétique. Mais c'est pas la seule composante, il y a une grosse composante de l'environnement. OK. Juste un exemple, si on prend deux jumeaux identiques, fait qu'ils ont les mêmes gènes, il y en a un qui va avoir la maladie de Crohn, puis il y en a un qui va jamais l'avoir. OK. Et justement, moi, dans ma famille, on est 5 enfants. Ouais. Ma mère a la maladie de Crohn, mais je suis la seule qui l'a. OK. Je suis la 5e. Exact. Donc, la reste de la famille l'a pas. C'est une loterie qu'on a eue parmi nous, là. Un exemple que je vais donner, c'est que c'est comme si le facteur génétique, c'est que sur un fusil, là, il y a le doigt sur la gâchette. Ouais. Il peut toujours l'avoir, puis ça va jamais se déclencher. Puis après ça, mais il y a des facteurs de l'environnement qui vont déclencher le fusil. Fait que les facteurs de l'environnement, on n'est pas encore certain, mais l'alimentation, le stress, tout ce qui est microbiome, on se demande la pollution. Il y a tellement de choses qu'on pense qui rentrent en jeu. Mais on n'est pas capable de mettre le point sur qu'est-ce qui cause. C'est clairement multifactoriel, la cause de la maladie de Crohn. Avant de revenir à toi, puis que je veux savoir ton parcours, puis c'est quoi avoir ce diagnostic-là, est-ce que c'est quelque chose, tu dis on n'est pas encore certain de tout ça, puis en passant, je le dis, je te tutoie, j'ai eu ton approbation avant. J'exige le tutoie, moi. C'est ça, parce que je suis peut-être même plus vieux que toi, je pense. Moi, j'ai 44, fait que... Moi, j'ai 40. C'est bon. Fait que on dirait qu'un médecin, là, j'ai le réflexe. Moi, c'est super important, le tutoie, moi. Mais est-ce que on est dans une phase vitesse grand V où pour un patient, il y a plein d'expertise qui s'acquiert, puis on en sait plus là-dessus, puis donc les traitements aussi, ou c'est au ralenti un peu?
dans le domaine médical, les maladies de Crohn, en ce moment, une explosion de toutes les thérapies qu'on a. À l'âge de 14 ans, probablement qu'il n'y avait pas grand-chose à t'offrir. Tu sais, avant, on était très bon pour éteindre le feu. Là. Tu sais, le feu était pris, on avait des inspecteurs de fumée, puis on éteignait le feu. Maintenant, on est très bon pour prévenir l'incendie. OK. Fait qu'on va aller vraiment chercher le pourquoi notre système immunitaire il en bas de l'inflammation inexpliquée, puis on va aller bloquer cette cascade-là. Puis fait que là, on prévient beaucoup de feux. On a vraiment de multiples thérapies qu'on n'avait pas avant. Puis ça va, dans les années à venir, ça va exploser. On est vraiment chanceux, puis c'est un espoir que j'envoie à tous mes patients. Que en 2026, on a des excellentes thérapies pour les aider, puis qu'il y a une qualité de vie normale. Il est très recherché chez nos patients des maladies de Crohn. Je pense que l'éventail des symptômes est assez large, puis différent d'un patient à l'autre, si je ne m'abuse. Marie-Rose, toi, quand je reviens à ton diagnostic, tu avais 14 ans, comment tu as reçu ça? Puis aussi, ça a été quoi les symptômes qui ont... Peut-être que tu le savais parce que ta mère était atteinte de ça, mais c'était quoi les symptômes qui t'ont fait dire, tabarouette, j'ai peut-être quelque chose aussi? J'avais des maux de ventre que je peux expliquer par le fait que comment je me sentais, c'est comme s'il y avait une boule de feu qui commençait dans mon ventre puis qui s'éteignait. Mais ça revenait de plus en plus rapidement, les intervalles. Puis j'en parlais avec ma mère. Ma mère, elle reconnaissait ces symptômes-là, mais voulait pas m'en parler parce que quand ma mère, elle l'a apprise, elle était un petit peu plus vieille que moi à l'époque, mais à ce moment-là, il y avait encore moins de choses qui étaient possibles pour elle. Donc à ce moment-là, quand il y avait une crise d'inflammation, eux, les médecins, coupaient un bout d'intestin. Le bout d'intestin inflammé et recoupait et ramenait, tu sais. Oh. Donc, elle a pas eu la chance que j'ai eue à l'époque où je l'ai appris. Elle a maintenant des mètres de moins d'intestin, n'a pas de stomie, je n'ai pas de stomie non plus. OK. Stomie, c'est pas tout le monde qui est familier. Même moi, je te dirais, il y a 3 ans, je savais pas c'était quoi. Mon ami qui a ça depuis l'adolescence, on disait un petit sac. Je savais pas c'était quoi le mot. Ben, j'avais déjà entendu ça, mais stomie, c'est le petit sac dans lequel l'intestin est dévié. Ben, c'est ça. Donc, c'est exactement. Ça. Exact. Donc, pour moi, c'était comme j'ai été prise en charge rapidement. J'ai été quelqu'un qui a su... j'ai eu quelqu'un à côté de moi qui a su voir les signes rapidement. Par contre, moi, j'ai aussi vécu avec une mère qui était extrêmement malade quand j'étais plus jeune, qui a été à l'hôpital des fois pendant plus qu'un mois parce elle avait des chirurgies souvent, elle avait des médicaments qui fonctionnaient pas et tout ça. Donc, pour moi, quand je l'ai eu, ma vie était finie. C'était terrible. Tu sais, j'avais extrêmement peur de vivre la même chose, d'avoir de la misère à manger, d'avoir autant de chirurgie que ça. Tu sais, c'était vraiment ça qui me faisait peur. Mais bon, à travers tout ça, j'ai eu des médecins qui ont été super gentils, qui ont été doux avec moi. J'étais suivie en pédiatrie à ce moment-là aussi parce que j'étais mineure. Donc, les gens autour de moi étaient très bons pour m'expliquer et tout, mais ça a été un gros choc. Moi, je vais sauter sur l'occasion parce que je trouve ça super intéressant. Mais la maladie de Crohn, tout de suite, je veux dire que la colite ulcéreuse, ça fait partie aussi des maladies inflammatoires. Là. Ces deux maladies-là, c'est pas juste les maux de ventre, c'est pas juste les diarrhées, c'est que ça vient avec beaucoup de choses que tu dis sans peut-être même en être consciente. C'est l'anxiété que ça crée. Tu sais, t'as 13, 14 ans, le lien que tes amis vont avoir avec toi. Tu manques de l'école. Les patients manquent du travail. Les patients, là, on sous-estime à quel point on est chanceux, on a envie d'aller aux toilettes, ça prend du temps, mais les autres, avant d'aller au restaurant, y a-t-il une toilette? Ils vont localiser les toilettes. Avant de prendre un vol d'avion, faut qu'ils savent ce qui se passe. C'est anxiogène, cette maladie-là. Mais c'était même pas tant ça. C'était même pas les toilettes encore à cette époque-là, plus que ce feu-là qui prenait dans mon ventre, puis l'anémie. J'étais extrêmement faible parce que mon intestin était tellement inflammé que je perdais du sang souvent, la plupart du temps. Et ça a fait en sorte que j'étais très faible. Je prenais pas les vitamines dans ma nourriture, les fibres, tout ça. J'étais un fantôme à ce moment-là, mais j'avais aussi un TDAH qu'on avait vu quelques années plus tôt et tout. Donc, on avait comme le regard sur autre chose. Puis à un moment donné, quand on a fait tout le calcul de tout ça ensemble, et c'est ça que ça a donné. Mais au départ, les gens comprennent pas c'est quoi, pensent que ça veut juste dire que tu vas aller aux toilettes, même si ça fait partie de la game. C'est comme difficile à expliquer aussi parce que c'est pas connu à ce moment-là. Super bon point. Mais tu sais, ce que le monde pense de la maladie de Crohn, c'est la pointe de l'iceberg. Tu sais, les maux de ventre, la diarrhée. Mais tout ce qui vient ensemble, les conséquences que ça a, c'est immense. Un grand respect à ces patients-là qui sous-estiment souvent un peu même leur maladie, mais qui s'habituent, mais qui ne devraient pas, parce qu'une fois qu'on les traite,
les patients disent, mon Dieu, je suis surpris à quel point j'étais fatigué, je m'en rendais pas compte parce que là, on règle leur anémie, puis ils retrouvent l'énergie comme il n'y avait jamais. Là. J'adore la dynamique. Excuse-toi pas, là. Je voulais pas te couper, mais non, je justement, sauter au contraire, c'est encore plus naturel puis organique. J'ai 2 questions qui me viennent par rapport à ce que vous venez de dire. Le diagnostic, là, toi, Marie-Rose, ta mère avait cette maladie-là. Mm-hmm. Fait que déjà, peut-être que vous avez déjà ça en tête. Mm-hmm. Mais 2 questions. Pour vous deux, pour docteur aussi. Ouais. C'est quoi les symptômes que quelqu'un qui regarde ça, qui dit OK, ouais, tout le monde a mal au ventre une fois dans sa vie, quelques fois dans sa vie, mais c'est quoi? Une fréquence de maux de ventre? C'est quoi les symptômes? Première question. Ouais. Puis deuxième question, à partir du moment qu'on va consulter, est-ce que c'est rapide qu'on a un diagnostic? Oui, c'est maladie de Crohn. Parfait. Pour répondre à la dernière question, qui est très facile, le patient que je vois pour une suspicion de maladie de Crohn, moi, on a accès à des examens comme pour le dépistage du cancer du côlon à la coloscopie. Oui. Donc, on a le diagnostic le jour de l'examen. OK. Je vois avec mes yeux la maladie. Elle sort de l'examen, je la rencontre dans mon bureau. Vous avez une maladie de Crohn. On commence un traitement aujourd'hui. OK. Fait que c'est très rapide. Mais des fois, c'est le chemin pour se rendre à nous qui est long. C'est ça. Mais une fois qu'ils sont rendus en spécialité puis qu'ils ont vu le gastroentérologue, le diagnostic se fait rapidement. OK. Mais des fois, c'est long se rendre. C'est ça. Les symptômes. Les symptômes. Quels sont-ils? Parce que c'est ça qui est un peu traite par rapport à d'autres choses. Tout le monde a des maux de ventre. Exact. Tout le monde avec le stress, avec différentes raisons. Le lactose, il y a tellement de maladies qui peuvent être en lien avec l'intestin. T'as l'impression que ça peut être 1000 autres affaires avant d'arriver à la maladie de Crohn. Ben, vous expliquez très bien ça. La maladie de Crohn, c'est un excellent acteur. Elle est très bonne pour mimer quelqu'un qui a une intolérance alimentaire. On va dire, mon Dieu, c'est lactose, mon Dieu, c'est le gluten. Très bon pour mimer quelqu'un qui a un côlon irritable aussi. Quelqu'un pour mimer les symptômes juste liés avec de l'anxiété. Mais au fond de ça, la maladie de Crohn, une fois qu'on la diagnostique, les symptômes classiques, ça va être souvent de la diarrhée. Ça va être souvent des maux de ventre. Ça va être du sang dans les selles, qui est différent du côlon irritable, parce qu'un côlon irritable, on peut en parler tantôt, mais ça va pas créer du sang dans les selles, par exemple. Donc, quelqu'un qui a du sang dans les selles, on lève la main, c'est une alarme. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, on m'a toujours dit sang dans les selles, tout de suite aller consulter. Parce que ça, c'est pas normal. Exact. Ouais. Après ça, ce qui est associé à ça, c'est que là, on absorbe moins bien nos nutriments. Fait qu'on va perdre du poids. Fait qu'on absorbe moins bien le fer. Fait qu'on va faire de l'anémie par manque de fer. On a de la fatigue. On n'est plus capable de se concentrer. On peut plus faire notre quotidien. C'est un ensemble de symptômes que nous, on met ensemble, mais que les patients sous-estiment beaucoup. Puis même certains médecins de famille banalisent, même sous-estiment. Puis c'est important, ce genre de podcast-là, pour prendre ça moins tabou. Puis c'est important de consulter, surtout quand ça se prolonge. C'est normal d'avoir un mot de ventre de temps en temps, peut-être parce qu'on a une gastro, mais le problème, la maladie de Crohn, c'est que ça va jamais lâcher. Ça va continuer. Donc, quelque chose qui progresse, c'est pas normal. Du sang dans les selles, c'est pas normal. Une perte de poids inexpliquée, c'est pas normal. Une fatigue inexpliquée, c'est pas normal. Donc, il y a plein de choses. Mais après ça, peut-être qu'il y a des patients qui vont écouter le balado qui vont dire j'ai tout ça, mais ça veut pas dire que vous avez une maladie de Crohn. C'est ça. Me consulter. Puis il y a plein d'autres explications. Mais l'ensemble de ces facteurs-là, je vous dirais, ce seraient les symptômes les plus classiques. OK. Bon, il me vient une autre question. À toi, Nicolas, particulièrement. En tant que médecin, je trouve que c'est un noble métier. Tu sais, s'il en est un, là, c'est médecin, je trouve, c'est guérir des gens, c'est peu importe le domaine. Que ça soit oncologie, que ça soit peu importe. Par contre, une partie que je pourrais pas avoir, moi, je pourrais jamais être médecin parce que j'ai pas les compétences, puis j'avais même pas 28 de cotère au cégep. Mais même si je voulais, s'il y a une affaire que je pourrais pas, moi, c'est annoncer des mauvaises nouvelles. Ouais. L'aspect guérison, puis être un pourvoyeur de solutions, puis ça, c'est fou. Ouais. Mais justement, une jeune fille comme Marie-Rose qui a 14 ans, tu dois en annoncer souvent à des jeunes filles, des jeunes hommes, des gens un petit peu plus âgés, tout ça. Est-ce qu'on s'habitue à est-ce qu'on se protège? Parce que c'est pas des choses le fun à annoncer dans ta journée. Comment tu vis ça? Pour commencer, nous, en gastroentérologie, il y a le monde adulte puis il y a le monde pédiatrique. Fait que tout ce qui est maladie de Crohn pédiatrique en bas de 18 ans, c'est à Sainte-Justine ou aux Children. OK. Mais nous envoie à partir de 18 ans, cette semaine, j'en ai vu 2 là, qui bye Sainte-Justine, on s'en va dans le monde adulte. Fait que là, nous, on les reçoit. Fait que c'est rare que nous, c'est à partir de 14 ans, mais quand même. Ouais.
On n'a pas de bon cours à l'université qui nous dit comment annoncer une mauvaise nouvelle, comment annoncer une maladie chronique. Mais je pense que j'ai beaucoup de positivisme, puis j'ai beaucoup d'espoir avec mes patients parce que c'est fou comment on change leur qualité de vie. Puis en 2026, là, je le dis à mes patients quand je lis le diagnostic, tu vas avoir une qualité de vie normale. C'est ça mon but, avoir une vie normale. Sois capable d'aller faire du golf, sois capable de voyager, sois capable d'avoir des enfants, sois capable, tu vas tout être capable de ça, mais il faut se rendre là. OK. À l'époque, c'était pas ça. T'auras pas mal de ventes, puis on va se rendre, le reste, on va faire avec. Maintenant, c'est super important d'avoir une qualité de vie. Fait que j'ai un message très positif malgré la mauvaise nouvelle. Ouais. Puis au fur et à mesure qu'on fait nos entretiens, nos suivis, les patients sont convaincus qu'on va arriver à ce point-là, mais des fois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, des fois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 3 ans, mais on va arriver un jour à une qualité de vie. C'est quoi la différence entre avoir un diagnostic de maladie de Crohn en 2011, Il y a genre 14 ans. puis en 2026? Ouais. C'était quoi vivre avec la maladie? Je te pose la question à toi. Mhm. Au début, c'est quoi les changements dans ta vie, puis avec les traitements de l'époque? Ça Ouais. ressemble à quoi vivre avec la maladie de Crohn? C'est dur à répondre d'une manière qui est très... je veux pas dire positive parce qu'il y a plein de belles choses qui se passent, puis il y a tellement d'avancées qui sont faites, puis il y a toujours des solutions. Tu sais, quand tu es bien suivi, il y a tout le temps des choses qui peuvent être faites. Par contre, je pense que une des choses qui est les plus difficiles à recevoir quand on t'annonce que tu as une maladie chronique, c'est justement l'aspect chronique. Tu l'as toute ta vie. C'est ça. Ça va toujours être à refaire. Donc, moi, le moment où que je me suis opérée, quand j'avais peut-être 14-15 ans, ce moment-là, j'étais contente qu'il soit fait. Par contre, la prochaine fois que je refais une crise, là, c'est un moment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On est stressé. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? C'est cette partie-là qui est toujours à refaire, puis qui est tout le temps des conversations à avoir sur on en est où? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce médicament-là fonctionne plus. On va vers lequel maintenant? On arrête ça, on recommence. Les examens qui sont très intrusifs qu'on doit refaire. Je dis pas que on n'est pas capable de vivre avec ça parce qu'on est capable de très bien le faire. Puis entre ces fois-là, c'est super important d'avoir plein de lumière, d'être bien, d'être fier de ce que tu accomplis. Mais ces moments-là, c'est pour ça aussi que tu as besoin d'avoir un suivi qui est personnel, puis qui est intime et sécuritaire. Mais c'est tough à recevoir. Mais je suis plus que d'accord avec toi, puis je veux pas banaliser. Tu sais, quand je dis, moi, j'annonce un message d'espoir, je veux surtout pas banaliser que la qualité de vie au moment du diagnostic, elle peut être pitoyable. Mais c'est juste que je pense qu'il faut rester positif parce que c'est fou comment en 2026, si les avancées sont là. On n'est pas encore capable de guérir la maladie. On a très bien dit que c'est une maladie chronique. Donc, on est très bon pour frapper sur la maladie. On est capable de la garder en dormance. Elle dort, elle n'est pas active, mais si on enlève nos traitements, elle va revenir. Elle va se réveiller, les mêmes symptômes vont recommencer. Mais j'ai quand même grand espoir parce que la médecine, elle est ce qu'elle est, elle évolue beaucoup, qu'on va être capable un jour peut-être de dire « je vous guéris de votre maladie de Crohn ». C'est ça. Allez au centre de perfusion, recevez ça, on parlera plus de la maladie. Je dis pas que c'est demain matin. Non, c'est ça. C'est quand même... Non, je comprends que tu veux pas donner des faux espoirs. Mais y a-tu, tu sais, puis peut-être que je suis des patates, mais tu sais, il y a même des cas de VIH qui est une maladie chronique, mais qui est en dormance avec la trithérapie. Là. Exactement. Mais tu sais, il y avait 1 ou 2 cas de réversibles. Tu sais, même les médecins se l'expliquaient mal. Ouais. Quelqu'un était plus... y a-tu des cas de maladie de Crohn que, il l'a plus? Ça existe. J'ai des patients, là, que pendant des années, là, on a couru ensemble des marathons pour essayer de le guérir à droite, à gauche, 5, 6 médicaments. Puis pour des raisons qu'on ignore ou parce que le médicament réussit à faire un changement dans le corps, on va dire que le patient, il va arrêter son médicament pour une raison que j'ignore. Des fois, la maladie peut complètement être calme pendant des années. On fait des coloscopies, des prises de sang, ça revient jamais. Mais je vous dirais, c'est quand même une exception. Je comprends. Ça existe, mais c'est pas le plus commun, disons, de la présentation de la maladie. Il faut retenir que c'est une maladie chronique, qu'il faut nos traitements si on veut la garder en dormance pour l'instant en 2026. Là, je vais y aller peut-être un peu superficiel, mais en même temps, je me fie sur mon ami qui l'a eu à l'adolescence. Lui, sa grosse tragédie, c'était l'astomie. Puis je dis pas là que maux de ventre, anémie, fatigue. Je suis pas en train de dire que ça, c'est pas épouvantable. Mais lui, c'était à l'approche d'un début de relation amoureuse, fréquentation de filles. Lui, c'était quand même un gros enjeu pour lui à chaque fois, il n'y avait pas eu d'intimité à l'époque encore,
si, mettons, je me rends là avec une fille, ben, quelqu'un peut faire un petit saut, là, tu sais. Mhm. Puis c'est pas que t'es une mauvaise personne. C'est juste que la différence, des fois, peut bon, quelques questions par rapport à la stomie. Ouais. Toi, t'en as pas, Marie-Rose, Non. t'en as jamais eu. Aujourd'hui, tu dis que les traitements ont évolué beaucoup. C'est quoi le pourcentage de patients qui sont atteints de la maladie de Crohn qui vont se ramasser avec une stomie? C'est des chiffres très difficiles à dire. Ce qui est certain, c'est on en fait de moins en moins. Mais c'est pas vrai de dire qu'en 2026, ça existe plus. Stomie. Ouais, OK. À l'époque, on disait presque, tu sais, un patient sur 2 va finir avec une chirurgie. Pas nécessairement une stomie, mais au moins une chirurgie comme tu as eu, comme ta mère a eu, comme plusieurs patients ont. Mais grâce à nos thérapies qui sont de meilleure en meilleure et on commence plus tôt. Parce qu'il faut pas oublier que plus on commence tôt, plus on évite les complications de la maladie. On en voit de moins en moins. Mais on a encore des stomies. Puis ce que tu as dit, c'est tellement classique des patients. Tu sais, ça fait partie de la base de l'iceberg, là, l'anxiété en lien avec la stomie. Ouais. On sous-estime à quel point c'est important. Je peux parler avec un patient pendant une demi-heure de plein de choses, puis à la fin, ce qu'il va dire, est-ce que je vais avoir une stomie? Tu sais, Ouais. c'est sa question qu'il va me poser. Pas tous les millions de médicaments que je vais lui parler, les millions d'effets secondaires, ça, c'est pas grave, mais la stomie. Mais c'est une chose de le vivre toi-même puis d'être obligé de vivre avec les conséquences de ça. Mais quand ça touche les autres autour de toi puis tes relations, c'est super difficile. Tu veux avoir l'impression que ça existe pas de temps en temps. Si ça existe toujours, mais là, ça c'est te là le rappelle. problème, tu sais. Puis aussi, puis la différence, moi, pourquoi je suis impliqué dans tout ce processus-là, c'est que j'ai fait des spectacles bénéfices. Ouais. Puis Sarah Lynn, si je ne m'abuse, qui est l'initiatrice, puis là, elle a tout le temps de l'humilité, puis elle dit « Ouais, mais il y a plein d'autres... » Oui, il y a plein d'autres gens maintenant avec elle. Mais c'est elle, quand même, qui a eu l'initiative de vouloir détabouiser tout ça, d'aider d'autres patients. Elle voulait, en fait, que des patients qui passent par ce qu'elle est passée, ça soit moins dur. Puis c'est tout à son honneur. Cette fille-là, sincèrement, c'est une des personnes qui m'a le plus impressionné de toute ma vie. Je reviens à elle. Je crois, si je ne m'abuse, qu'elle a eu une stomie. Mais quand tu es déjà en couple, puis je suis pas en train de dire que c'est pas difficile, mais quand tu es déjà en couple, il y a un lien de confiance. Il y a un lien de confiance, peut-être qu'il y a un peu moins de gêne, tout ça. Quand je reviens à mon ami, qui était en plus à l'adolescence, là, en plus, c'est que tu rentres dans l'intimité avec quelqu'un qui est pas au courant de ça. Fait que là, tu dois l'expliquer à chaque fois, quand c'est pas une relation 100%. À long terme. Tu sais. Fait que bref, la stomie, sans donner de chiffre exact, puis tu sais, sans te commettre, de nos jours, quelqu'un qui a une maladie de Crohn, as-tu quand même des bons espoirs de pas avoir de stomie? 100%. OK. Je leur dis à mes patients que d'emblée, c'est sûr que ça dépend de la maladie, mais je vais jamais parler de la stomie au début d'une maladie parce que c'est quand même de plus en plus rare. On a vraiment évolué, on a avancé, ça reste présent, mais des fois, des stomies temporaires, parce qu'on n'a pas le choix de faire une stomie, puis après ça, on va être capable de remettre la continuité de l'intestin. Mais une stomie permanente, ça fait partie des craintes des patients, c'est normal. Il faut en parler parce qu'il faut vraiment, je pense, démystifier c'est quoi, mais c'est quand même très rare, sans mettre de chiffres, là, qu'on va arriver à ça en 2026 avec un nouveau diagnostic de maladie, mais ça arrive. OK. Il me vient une question on a abordé un petit peu tantôt les symptômes. Mais il me vient une question là que je pense qu'elle peut être pertinente parce qu'il y a quelqu'un qui regarderait ça, qui s'inquiéterait. Y a-tu un âge où tu es plus à risque ou y a-tu un âge que si tu as franchi, tu peux dire hey, je pense que je suis pas mal à l'abri de ça. Le gros des diagnostics, y es-tu avant la vingtaine, dans la vingtaine? Tu peux-tu à 54 ans dire tabarouette, j'ai peut-être ça? Ouais. Super question. Il y a 2 pics. Fait qu'il y a un pic adolescence, début de l'âge adulte, là. Classique. Après ça, on a une petite période de repos. Fait que, tu sais, dans la vingtaine, à partir de la trentaine, quarantaine, c'est comme s'il y a une espèce de accalmie. On a moins de ces diagnostics-là qui arrivent. Puis après ça, 50, 60, il y a une autre recrudescence de diagnostic de maladies inflammatoires. Puis après ça, ça se recalme. Okay. Mais j'ai vu le mois dernier une patiente de 90 ans qui était connue pour rien. Il annonce une maladie de Crohn à 90 ans. Fait qu'on pour répondre à ta question, il n'y a pas d'âge qu'on est sauvé. C'est pas le plus classique. Il y a les 2 pics, mais il n'y a pas d'âge. 90 ans, t'as l'endroit. Pensez avoir passé au travail. C'est pas ce qui est. Mais en même temps, j'ai envie de dire, son corps a quand même
gérée pendant 90 ans. Je trouve qu'elle est quand même chanceuse. Exact, c'est ça. Ouais. Mais le plus classique, c'est les 2 pics d'âge. Début de jeune âge adulte, l'adolescence, puis après ça, plus vers la cinquantaine, là, que ça peut arriver. Ouais. Parlons des traitements. Ton quotidien, toi, maintenant, c'est prendre. Tu as été opéré une fois. Mhm. Est-ce que on te laisse présager que peut-être tu auras besoin d'une autre intervention chirurgicale? Je ne considère jamais que c'est plus sur la table. OK. Ça va toujours être sur la table parce qu'il peut toujours arriver quelque chose. Par contre, je suis suivie. J'ai plein de spécialistes autour de moi qui vont voir des signes s'il arrive quelque chose. Donc, je pense que je suis moins à risque, mais je m'enlève pas ça de la tête. Je vis une vie normale pour la plupart du temps. Je sais que j'ai certains aliments qui peuvent me faire un petit peu plus réagir, mais tant que je sens ma maladie plus dormante, disons, ça va. Je me prive pas, je fais juste plus attention, tu sais, comme la plupart des gens. Ouais. Est-ce que les aliments dont toi, tu dois, pas te priver, mais auxquels tu dois faire attention, Ouais. c'est les mêmes pour tous les gens atteints de la maladie de Crohn? Il y a jamais personne qui m'a dit t'as pas le droit de prendre ça. Ouais. C'est plus que quand c'est l'intestin, des choses extrêmement fibreuses, des all brand, des ananas, des pommes crues. Ça, c'est dur pour l'intestin? C'est du blé d'Inde. Tout le monde digère ça d'une manière difficile. Ouais. Fait que de base, je vais pas faire par exprès pour me faire mon épluchette à moi. Je vais penser switcher avec le dog. Tu sais? D'essayer un burger peut-être accompagné d'un ou 2 blés d'Inde. Tu sais, c'est juste garder le bon sens. C'est pas mal juste ça, mais personne m'a dit tu fais pas ça. C'est un peu des tests. Fait que si jamais on veut faire, tu sais, il y a plein d'événements, là. D'ailleurs, Sarah Lynn. On fait pas des plus jettes, C'est on ça. n'invite pas. Regarde, Avec j'y serai. que des patients qui ont la maladie de Crohn, les fluchettes annuelles. Mais il faut prévoir plus d'autres choses, là, c'est sûr. Là. Alcool, café, au niveau de l'acidité. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est sûr que là, après ça, étant donné que j'ai une maladie qui est chronique, inflammatoire, ça peut influencer autre chose dans mon corps, que ça soit, tu sais, mon estomac, autre chose, qui peut réveiller autre troubles. En général, c'est ça. J'écoute mon corps, puis mon corps me dit c'est quoi j'ai besoin, puis qu'est-ce qui est trop, puis qu'est-ce qu'il faut que j'enlève. Mais pour la plupart du temps, je m'alimente et je bois des liquides comme je l'entends, comme je le veux. Okay. Mais voilà, ça peut... Nicolas, au niveau des symptômes, Marie-Rose a décrit les siens. Quelqu'un qui est aux prises avec ça de nos jours, tu parlais de l'avancée des traitements, tu dis qu'on peut rendre la maladie en dormance. Exact. Quelqu'un qui regarde ça, qui vient d'avoir un diagnostic, ou quelqu'un qui a peur, qui se dit « Tabarouette, j'ai peur d'avoir ça », évidemment, j'imagine que ça diffère d'une personne à l'autre. Tu as des cas plus graves, mais règle générale, ça peut ressembler à quoi les symptômes et la vie de quelqu'un qui a la maladie de Crohn? Quelqu'un qui a une maladie de Crohn qui va bien? Oui. Vie normale. C'est super important. Médication tous les jours? Il peut manger ce qu'il veut. Il peut faire les sports qu'il veut. Il peut voyager ce qu'il veut. Médicaments, ça dépend. On a plein de types de médicaments. On a des médicaments que c'est en pilule. Ouais. On a des médicaments que c'est des injections que les patients se donnent eux-mêmes. On a des médicaments... Quotidiennes? Ça peut être aux 2 semaines. OK. Ça peut être aux 8 semaines. Je veux pas rentrer trop dans les médicaments parce que c'est quand même complexe. Je comprends. Il y a tellement de choses différentes pour chaque personne. Ça peut être des perfusions. Fait que t'as une maladie de Crohn, à chaque 2 mois, tu vas dans un centre de perfusion. Une journée par 2 mois. Pendant 2 mois, tu prends aucun traitement par la bouche. Aucune injection. Puis lui, il fait son travail pendant les 2 mois. 2 mois plus tard, tu retournes prendre ta perfusion. Moi, j'ai tout fait ça. Tout ce qu'il a dit depuis le début, je les ai tous fait. J'ai pris des pilules pour commencer. En attendant, je me suis piquée pendant 3 ans peut-être. Ensuite de ça, on essaie autre chose. Je suis de retour en perfusion. Donc, c'est vraiment quelque chose que qui agit dans le temps, tu sais. Puis une perfusion, je sais c'est quoi, mais concrètement, c'est combien de temps? J'ai eu des perfusions au début de ma maladie qui duraient une demi-journée. Ouf. Et maintenant, celles que j'ai présentement, qui vont devenir des auto-injections plus tard quand on va avoir terminé, eux durent 1h30. Okay. Sans le temps d'attente que je signe, là, la décharge. Restez, mais oui. 1h30, 2 heures, là, je vous dirais, c'est le plus classique. OK. Ce podcast-là veut faire œuvre utile. Pour que ça aide, ce serait quoi qui pourrait aider globalement les Québécois? Se faire dépister plus vite? Première bonne réponse, moi, je trouve que c'est exactement ça. OK. L'analogie que je vais donner, excusez l'anglicisme, le check engine dans son auto. Elle allume, là, on sort du studio, elle allume une fois,
on se stresse pas. Ouais. Check engine allume pendant quelques jours, quelques semaines. On a tous la pensée magique il va arrêter de s'allumer, ça va bien aller. Ouais. On attend tous que l'auto arrête d'avancer pour aller au garage. Ouais. Il ne faut pas attendre d'être si malade que ça pour consulter. OK. Fait que dès les premiers signes précurseurs, je pense qu'il faut consulter. Tant mieux si c'est pas une maladie de Crohn puis que c'est un diagnostic qui va pas être chronique puis qu'on va être capable de se débarrasser. Mais il faut pas sous-estimer l'importance de consulter rapidement parce que nos traitements sont encore meilleurs plus on consulte tôt. C'est ça. Puis on évite des complications. Parce que oui, là, on parle de la diarrhée, des maux de ventre, mais c'est pas drôle une maladie de Crohn qui cause un cancer. C'est ça. À long terme, l'inflammation pendant longtemps dans un côlon, on est plus à risque de développer des cancers du côlon. On est plus à risque de développer vraiment un blocage au niveau des intestins. Ouais. Et c'est ça, toutes des- c'est pas le fun. là. Non. Exact. C'est toutes des choses qu'il faut pas sous-estimer puis qui sont en lien avec le temps avant qu'on réussisse à arrêter le feu dans les intestins. Ben justement, l'épisode numéro 1 parlait des cancers colorectaux. Puis moi, j'en reviens pas comment c'était fou. Lorsque c'est diagnostiqué tôt, c'est bénin. C'est des polypes. Exact. Puis on t'enlève tes polypes. Puis puis c'est fou comment quand c'est diagnostiqué tard, Ouais. ben là des fois c'est vraiment des mauvaises nouvelles. Je me trouve, comme gastroentérologue, extrêmement chanceux de pouvoir prévenir un cancer. C'est pas toutes les Mhm. spécialités qu'on est capable de dire si on fait l'examen au bon moment, on va prévenir un cancer. Le cancer n'arrivera pas. Mais ça, c'est à nous de bien le faire. Nos patients qui ont une maladie inflammatoire, il faut qu'il y ait des coloscopies fréquentes. C'est plate comme examen. C'est invasif, tu l'as dit tantôt, mais on prévient tellement de complications. Fait que de un, oui, consulter tôt, mais de deux, avoir un suivi. Même quand ça va bien, les patients sont asymptomatiques, il faut aller voir votre gastroentérologue, il faut faire vos coloscopies parce que un cancer, on l'a dit dans le premier épisode, ça peut donner aucun symptôme, puis il est là. Oui, puis je tiens à dire quand même qu'on en parlait avant de commencer le podcast que moi, j'avais gardé mes médecins à Québec parce que je viens de Québec. Ouais. J'habite à Montréal maintenant parce que j'avais un lien de confiance avec ces femmes-là et que pour une jeune femme qui a des traitements aussi invasifs et des tests aussi invasifs que la coloscopie, ben c'est le fun d'avoir ce lien de confiance-là et de sécurité. Par contre, je tiens à dire que c'est super important, malgré que ça soit pas le fun à faire puis que ça peut te faire des crises de panique d'y aller. Le fait d'y aller fait en sorte que ça te prévient tellement d'autres problèmes par la suite. Faut essayer de se parler puis de parler à notre entourage pour être capable d'être honnête avec soi-même, de vivre ton émotion, mais d'y aller quand même. C'est tellement plus important qu'après ça, vivre toutes les conséquences du dommage qui a été fait. Tellement d'accord. Autant qu'on est chanceux de pouvoir prévenir un cancer, autant qu'il n'y a rien de plus frustrant dans mon travail d'annoncer un cancer qui aurait pu être prévenu. Ah, Mhm. c'est ça. Ça, c'est... Quand on peut prévenir quelque chose puis qu'on n'a pas fait les examens au bon moment ou que le patient ne voulait pas ou que nous, on l'a pas fait nécessairement au bon moment puis qu'on aurait dû le faire, ça, c'est frustrant parce qu'on a un cancer qu'on est capable de prévenir. Ouais. Il y a une question qui me vient. T'es rendu fin vingtaine, 30 ans peut-être? 30 ans. Bon, 30 ans. Qu'est-ce que tu dirais? Là, t'es plus solide, comme Ouais. on est plus solide à tous les aspects dans la vie. Oui. Puis aussi, t'as 14 ans d'expérience de vivre avec ça. Tu dirais quoi à la jeune Marie-Rose qui reçoit le diagnostic comme conseil ou qu'est-ce que tu voudrais dire à cette jeune femme-là pour lui dire que ça va bien aller quand même? Ben de se faire confiance, de faire confiance aux gens qui l'entourent, de continuer de parler. Je pense que je me sens tellement chanceuse d'avoir pu le vivre avec ma mère aussi qui a pu m'écouter, dire je te comprends, d'avoir pu en parler avec les gens qui m'entourent, d'avoir un conjoint aujourd'hui qui m'aide dans tout ce processus-là, puis qui est à l'écoute, puis qui est doux là-dedans. Continuer d'en parler avec les gens qui t'entourent, d'informer les gens. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent vers moi pour des conseils, des questions. J'ai pas les connaissances pour répondre à chaque fois, mais si je peux aider d'autres personnes à aller consulter, ben ça va être fait. Donc vraiment de juste se concentrer sur tout le beau que ça peut amener ensuite une fois que les choses sont faites. De pas se concentrer sur les moments tannés, le moment tanné qui est très difficile. C'est pas tout le temps facile de faire ça comme ça, mais de penser à ce qui vient après, puis dans les passes plus belles, tu sais. Puis t'as l'air d'une femme heureuse. Dans le sens que t'as pas l'air malheureuse pantoute, là. Non. Puis je veux pas banaliser ce que t'as vécu, mais tu me sembles pas quelqu'un qui est atterré par la
Non, par la puis maladie? si je pense même pas à la maladie, je pense à l'extérieur de tout ça, je pense à la petite Marie-Rose qui sait pas trop où elle va aller dans la vie, si elle va être capable de faire des choses par son anxiété, par tout ça, tu sais. J'ai réussi à faire tellement de choses dans ma vie que je pensais pas faire, puis je le fais en plus avec une maladie chronique. Ça surprendrait la jeune, tu sais. Moi, ce qui m'impressionne au quotidien, c'est ces patients-là. C'est la résilience que ces patients-là ont. Ils sont tellement malades quand ils sont malades. Ouais. Puis après ça, quand on les voit, je peux pas être plus fier puis plus heureux pour mon patient quand je vois la mère monoparentale qui est tribée dur là, pendant essayer de courir à droite puis à gauche, puis après ça, elle est capable d'élever ses enfants comme il faut, travailler comme il faut, sortir d'une chirurgie, retourner au travail. J'ai une patiente la semaine passée. Se Là, prendre une petite margarita une fois de temps exact. en temps. J'ai une patiente la semaine passée, trimée dur, là. Puis là, elle me dit, je rentre en médecine. Elle a continué à étudier. Je l'ai vu de mes yeux, le travailler dur. Puis finalement, tu sais, c'est des efforts supplémentaires. Puis elle me dit, j'ai été accepté à la faculté de médecine. Ah, wow. Tu sais, mon jeune patient qui dit, là, ça va bien, je pars en voyage backpack pour 1 an. Tu sais, ça, c'est la résilience. Ouais. L'effort que les êtres humains peuvent mettre entre ça, c'est une des plus belles choses qu'on peut voir. Et au pire, si elle n'avait pas été acceptée en médecine, elle aurait pu faire comme tous les gens qui sont refusés en médecine, puis aller en pharmacie. Je commande pas là-dessus. Mon frère est pharmacien. Je fais souvent des shows corporatifs avec des pharmaciens. Puis je dis tout le temps en commençant, très heureux de faire un show pour des gens qui ont été refusés en médecine. Quand même un classique. On les voit plus eux qu'on voit nos médecins. Ouais. Là. Ouais. On n'a pas le choix. Mais je le dis avec affection. Je fais beaucoup de... Je vais peut-être pas nommer la bannière, mais une bannière qui m'ont engagé souvent. Puis justement, des gens magnifiques aussi. Là, Ben oui. qui ont... On sous-estime le travail de tous les professionnels de la santé, là, les pharmaciens, les infirmiers, tout ce que vous voulez. Là. Mais de toute façon, ouais. Incroyable. Je sens qu'ils vont couper mon gag de toute Sûr. façon. Dernière chose, puis après, j'écris si j'ai oublié, mais il n'y a aucune maladie qui est sexy. Il n'y a rien. Moi qui est hypochondriaque, j'ai peur de tout. Cancer de la peau, Alzheimer en vieillissant. Justement, je fais partie des gens qui se censurent d'aller trop consulter souvent, puis je devrais pas, mais c'est que je me dis, hey, je crains tout. Fait qu'à un moment donné, j'essaie d'être tellement rationnel que des fois, je peux encaisser des choses. Mais c'est pas ça le point. Il n'y a aucune maladie qui est le fun à avoir. Non. Mais on dirait que tout ça, cancer colorectal, maladie de Crohn, tout ce qui concerne la digestion, c'est vraiment pas sexy. C'est tabou. Parce qu'on s'imagine, bon, déjà, aller, on ne sait pas c'est quoi, mais d'aller se montrer, d'aller se faire jouer d'un fesses ou peu importe, d'aller faire un échantillon de sel, il y a de quoi qui est intimidant. C'est pas le fun, tu sais. Qu'est-ce que tu dirais, Nicolas, pour justement cet aspect-là? Quelqu'un qui regarde le podcast, qui se dit mon check engine est allumé depuis une couple de semaines. Je sens qu'il faudrait que j'y aille, mais j'ai peur. J'ai une inhibition, j'ai peur. Qu'est-ce que tu dirais à un patient pour le rassurer, dire hey, j'en vois tout le temps. Ouais. Ben, c'est une excellente question parce que c'est du quotidien. T'es pas le seul dans cette position-là. C'est tabou, faut en parler. Mais même si on en parle, ça reste une partie intime. Ça reste une partie qui est pas évidente à démontrer. Puis des fois, j'ai pas vu le patient. Puis la première fois que je le vois, je vais lui faire une coloscopie dans les minutes qui suivent. Exact. Fait que ça demeure. Fait qu'il faut avoir un lien de confiance incroyable avec ces patients-là pour leur expliquer que pour nous, c'est au quotidien, que c'est... Puis c'est beaucoup plus important aller faire le diagnostic qu'attendre. Parce que ça, je le dirai jamais. Moi, l'exemple que je donne, c'est on roule sur l'autoroute, là. L'accident est devant nous, on le voit qu'il va arriver. Est-ce qu'on se tasse avant ou on rentre dans l'auto en avant? Ben, il faut se tasser avant pour prévenir la complication. C'est peut-être une analogie si simple. Non, mais elle est bonne. C'est un peu ça. Il faut essayer de trouver avant les conséquences. Il ne faut pas attendre d'être tellement malade puis là consulter parce que on va se faire avoir. Il va y avoir des maladies qui vont être trop avancées, qui vont finir peut-être en chirurgie, qui vont avoir un cancer. Donc, il faut, rendre ça beaucoup plus agréable. Ouais. J'essaie d'avoir toujours une espèce de comportement positif et pas banaliser la chose parce que je comprends que c'est intime, mais peut-être leur
faire comprendre que pour nous, c'est notre quotidien. Ouais. Mais la Puis- discussion avant est super importante parce que important, si tu fais juste monter la jaquette, c'est amené. Non, c'est ça. Ça se peut que ça soit rough, Ouais. mais d'avoir la discussion avant, de se présenter, de demander comment tu vas, Ouais. tout ça, c'est Exact. tellement important. Mais aussi, c'est ça, on oublie ça, mais moi, il faut que je me le rappelle. J'ai dû consulter l'année passée, Ouais. je vais pas dire pourquoi, mais dans ces zones-là. Ouais. Puis, tu sais, il y a toute la gêne. Puis, évidemment, je pogne la médecin la plus belle que j'ai vue de toute ma vie, qui a 30 ans, qui est, évidemment. Mais ce que je me rappelais, c'est, Alex, elle va pas... Dans le sens, autant que vous êtes bon et humain, je suis quand même un numéro. C'est qu'elle en voit plein. C'est ultra professionnel. C'est Moi, ça. je dirais ça comme ça. Où chaque personne est différente. Puis il y en a qu'on voit qui sont terrorisés par la coloscopie. On les voit dans la salle d'attente avant même qu'ils rentrent. Puis il y en a que c'est banal pour eux. Mais ceux qui sont terrorisés, je pense qu'il va y avoir une certaine approche pour les mettre à l'aise. Puis après l'examen, souvent, je sais pas si c'est ton cas, ils nous disent « Wow, c'est vraiment moins pire que je pensais. » Puis même la coloscopie, justement, t'en parles, pour avoir fait un petit vox pop avec Sarah Lynn puis toute l'équipe à Québec. Moi, dans ma tête, c'était super intrusif, interminable, tout ça. Je suis pas en train de vendre ça comme le moment le plus agréable de ta journée, mais je pense que c'est vraiment moins pire. Endurer, c'est quoi, une quinzaine de minutes? On va dire parce qu'on prend une caméra. Ouais. Pour se rendre au bout du côlon, on va dire que ça prend 5 minutes. C'est probablement là qu'il y a le plus gros écran. Ouais. Puis après ça, il n'y a plus beaucoup de crampes. La plupart des patients qui sortent de la coloscopie vont dire le pire, c'était la préparation. Je sais pas si c'est ton cas. Moi, c'est ça, j'ai refusé des fois d'en faire à cause de la préparation, puis ma médecin qui me connaît a trouvé une autre façon de m'amener à ça. C'est quoi la préparation? Donc, avant de faire une coloscopie, boire... faut prendre un liquide qui va nous faire évacuer les selles de notre côlon. Ouais. Parce que si on rentre la caméra puis il y a plein de selles, nous, on peut pas voir, on peut pas aucun diagnostic. Okay. Donc, on fait une espèce de purgation qui va enlever toutes les selles du côlon. Puis, pour la plupart des patients, c'est ça qui est le pire. Avec le recul, la plupart des patients nous disent. Puis ça, ce liquide-là que tu bois en amont, tu peux le boire genre 1 heure avant ou il faut que ça soit la veille? C'est la veille qu'on fait la préparation. Là. OK. Donc, disons que tu as une coloscopie demain matin. Ben, aujourd'hui, tu as une diète liquide. Ouais. Ce soir, tu vas commencer à prendre un bon galon. Puis, tu vas le prendre ce soir et cette nuit. Puis, demain matin, on fait la coloscopie. Puis là, ton côlon, il est clean. mais qu'est-ce qui est si pire? C'est on est tanné de boire ça. C'est comme avoir une gastro-entérite. C'est que tu vas aux toilettes tout le temps. Ben, c'est ça, c'est le goût, là. On va être bien honnête. Le goût est pas le fun. Ouais. La texture est pas le fun, mais il est rendu, justement, la première fois que je l'ai fait, j'étais obligée de faire ça. Ça a été hyper éprouvant pour moi. On a trouvé d'autres solutions. Il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Il y a là. plein Donc de maintenant, solutions. c'est tellement... Ben, ça vaut la peine d'en parler, ta peur. peut-on le dire? Besoin, c'est quoi les autres choses qui peuvent être faites? Ben, moi, maintenant, c'est plus une préparation qu'on fait quasiment 1 semaine à l'avance, qu'on commence tranquillement avec des choses qu'on mélange dans l'eau, qui goûtent rien, tout ça, pour s'adapter puis venir au chemin. Il y a comme plein de choses qui peuvent être faites qui sont moins pires, mais qui sont une plus longue période. Ouais. Donc, vraiment, il faut en parler avec son médecin. Okay. Ce que je peux dire, c'est qu'on s'adapte à toutes les situations. C'est un patient qui a la difficulté à la prendre, on va trouver une solution. Un patient qui ne peut pas la prendre, on va trouver une solution. Je vous dis pas que faut pas la prendre. Je vous dis juste que chaque situation est individualisable puis on va vraiment trouver une solution parce que faut un peu rendre ça que c'est un geste impératif dans la prise en charge de la maladie de Crohn. Puis mettons, est-ce que ça dure, tu dis, bon, tout ça, la préparation, on peut rien faire, mais tu dis, bon, rentrer la caméra 5 minutes, puis après, fait qu'au total, quoi, une quinzaine de minutes? On va dire 15-20 minutes faire l'examen total. Mais tu sais, on va dire que le demain matin, tu as une coloscopie, ben, tu arrives à 8 heures à l'hôpital. Ouais. Le temps qu'on t'installe un cathéter, parce qu'on donne la sédation pour faire l'examen, pour un peu calmer. 1h30 plus tard, l'examen est terminé, on retourne à la maison, puis on recommence à manger normalement. Parce que moi, dans le Vox Pop qu'on avait fait, ce qui revenait, il y avait plein de gens qui avaient eu à faire une coloscopie, puis c'était pas unanime, mais très généralisé, que c'était vraiment moins pire que ce qu'ils pensaient. 100%. Puis ça, j'étais content d'apprendre ça, parce que c'était pas des gens qui bluffaient. C'était du monde trié au hasard, tu sais. Puis je n'ai fait une, puis je pensais vrai. Ouais. J'avais peur, puis non, ça a été pas si pire, tu sais. Ben, tu vois, les fois que ça s'est moins bien passé pour moi, c'est les fois où ma maladie était extrêmement active. Donc, c'est le moment où quand on a découvert ma maladie, quand ça faisait un petit bout qu'on l'avait pas fait, tout ça, les fois que ça s'est passé
comme dans du beurre. Ben, à ce moment-là, c'est que ça allait bien, tu sais. Fait que c'est bon signe aussi. Mais justement, tu parles aux infirmières, je suis stressée, j'ai des mots, peut-être qu'on peut augmenter la sédation, la discussion. Excuse-moi. La discussion peut vraiment aider. Je vous laisse un petit mot de la fin, peut-être d'espoir, peut-être de prévention, peut-être, Marie-Rose, ça peut être à d'autres gens qui auront ou qui ont un diagnostic de maladie de Crohn. Je commence avec toi, puis après, Nicolas, ce sera peut-être un petit message d'espoir par rapport à l'évolution justement de la médecine. Je pense que cette maladie-là fait qu'au final, on apprend tellement à se connaître dans plein de différentes facettes, malgré que ce soit difficile de temps en temps. J'ai une force et une sensibilité face à la santé que c'est pas tout le monde qui a. Je vais être la première qui va aller à l'hôpital avec mes amis qui ont des soucis. Je vais parler avec les gens qui sont autour de moi, puis les gens vont être avec moi. Je pense que il y a des belles affaires qui peuvent sortir de là. Chaque fois que je passe à travers un autre test, que je passe à travers des nouvelles consultations, je suis fière de moi. Je pense que faut pas voir ça d'une manière seulement négative, puis il faut voir tout ce que ça nous apporte. Puis comme ma mère et moi on dit souvent, en étant autant suivi, si jamais il y a autre chose qui arrive, ben on va déjà être dans le bureau du médecin. C'est ça. Et moi je vois ça comme ça aussi. C'est que de toute façon, on va être là si jamais il se passe quelque chose. Faut juste voir tout le bon que ça peut nous amener aussi. Ouais. On est dans la machine, ben c'est parfait. On n'a plus besoin de se demander ce qui se passe. On n'a plus cette angoisse-là. Faut juste le faire, puis après ça, on se connaît mieux. On est à l'écoute de nous-mêmes, puis tout ce qu'on a à faire, c'est de s'occuper de nous. T'sais. Ça te force à t'occuper de toi, je pense que c'est une belle chose. J'adore. Magnifique témoignage. Nicolas? Ouais, message de conclusion, je dirais, on en a parlé. On sous-estime probablement que la maladie de Crohn, c'est très fréquent au Canada. C'est dans les pays industrialisés qu'il y a le plus de maladies inflammatoires. Probablement qu'on connaît tous quelqu'un. On connaît. Bien évidemment, que la maladie de Crohn ou la colitis ulcéreuse. Faut pas sous-estimer toute la base de l'iceberg. Je pense que ces personnes-là, le fardeau qu'ils portent au quotidien. Mais en contrepartie, avec les avancées de la médecine, je trouve ça impressionnant qu'est-ce qu'on est capable de faire maintenant. Puis de l'espoir, malgré que c'est une maladie chronique, on est capable d'avoir une vie strictement normale, comme toi qui est maintenant traité, comme moi qui n'ai pas de maladie inflammatoire, puis avoir une vie comme monsieur, madame, tout le monde. Je dis toujours à mes patients, tu peux parler de ta maladie de Crohn si tu veux, c'est bien, mais la personne qui te croise dans la rue devrait pas le savoir parce que ça reste une blessure interne qu'on est capable de guérir, puis qu'on ne devrait pas dire « Hey, pauvre lui, il a une maladie de Crohn ». On est capable au quotidien d'avoir une vie normale. C'est super important. Puis les avancées en médecine sont incroyables. On continue d'avancer. Les médicaments, là, c'est une explosion là, qui va venir dans les prochaines années. Fait que j'ai encore un espoir incroyable pour qu'on continue d'améliorer cette condition. Pour éteindre les feux. Vraiment. Puis, pour finir, ce que j'ai dit tantôt, la résilience de mes patients, bravo. Ça vient me chercher au quotidien comment ces patients-là passent d'une qualité de vie difficile à retrouver une vie normale. Donc, il y a toujours espoir à retrouver une vie comme monsieur, madame, tout le monde. Tu disais tantôt aussi que c'est jamais le fun d'annoncer à un patient, une patiente qui a une maladie chronique, mais vous êtes aussi ceux qui nous tiennent la main pendant tout ce chemin-là. Donc, nous, ce qu'on se souvient, c'est pas la personne qui nous le dit, c'est ce qui se passe au quotidien puis la personne qui nous amène, tu sais. Puis on développe tellement de belles relations. C'est rendu que, tu sais, les patients qui vont bien, là, on jase de soccer, on jase de golf, on jase de tennis. Quand ça va bien, ça va bien. Ouais. On va faire nos examens à droite puis à gauche. Je me suis rendu qu'on a une belle relation avec ces patients-là parce qu'on les suit toute leur vie. Littéralement toute leur vie. Tabarouette, ça donne quasiment envie d'en avoir une. C'est déjà. Merci infiniment à vous deux. Bravo pour ce que tu fais au quotidien. Puis t'as l'air en plus d'un chic type dans le sens, je pense que ça doit jamais être facile d'avoir des diagnostics, mais comme tu l'as dit, t'es quelqu'un qui inspire vraiment la confiance puis le calme. Ouais. Et le positif, je pense que c'est très important. Puis je pense qu'on sous-estime en médecine comment c'est important le positivisme dans le traitement puis la prise en charge. Ouais. On se pense très bon en médecine, tel médicament, telle inflammation, mais ce qui vient avec le positivisme puis l'approche, je pense, on sous-estime que ça fait partie du traitement de notre patient. Puis Marie-Rose, ben bravo aussi, puis t'es impressionnante, puis tu sais, moi, je t'ai côtoyé parce que on travaille dans le même domaine. Ouais. Puis jamais j'aurais pu savoir ça. Puis on le sait pas, la preuve, tu sais. Puis là, on se voit aujourd'hui pour ce podcast-là. Puis t'es quelqu'un que j'ai en estime. Puis bravo pour bravo d'en parler, en fait. C'est gentil.
Ça peut être difficile par moment, mais après ça, moi, je suis fière d'être où j'en suis, puis j'ai juste envie que ça montre aux gens qu'on l'a, mais ça nous arrête pas. On peut faire ce qu'on veut. Fait qu'on se revoit cet été pour les pluchettes de Cogeco. Absolument!